Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.4. On va enfin terminer notre principe de conservation de l'énergie. Donc, on va définir ce qu'on appelle l'énergie mécanique. On va aussi définir le travail fait par les forces non conservatives. Ça, c'est le point qui nous manquait pour avoir notre principe de conservation de l'énergie complet, final. Avec tout ce qu'on a vu depuis le chapitre 3, on va tout insérer dans un seul et même principe. Ensuite, on va pouvoir analyser le mouvement des objets qui composent un système à l'aide du principe de conservation de l'énergie. Donc, un système, ça peut vouloir dire plus qu'un objet. Alors, allons-y avec le travail des forces conservatives. Donc, les forces conservatives, on en a vu deux. On a vu la force gravitationnelle et on a vu la force de rappel d'un ressort. Ce qui caractérise les forces conservatives, c'est que le travail fait par une force conservative dépend seulement du point initial et du point final. Comme par exemple, dans le cas d'une force gravitationnelle, on avait vu à la section 3.3 que le travail fait par la force gravitationnelle, quand je déplace d'un objet qui est à un point A jusqu'à un point B, eh bien le travail fait par la force de gravité, ça va être mgy moins mgy. Le y initial, c'est le y du point A, le y final, c'est le y du point B. Donc on voit que ça dépend seulement position initiale et finale, et ça ne dépend pas du chemin ou de la trajectoire que j'ai emprunté quand je suis passé du point A jusqu'au point B. J'aurais pu partir du point A puis aller en ligne droite comme ça jusqu'au point B. J'aurais pu calculer quelque chose qui aurait été la même chose que si j'avais décidé de partir du point A puis de prendre une espèce de trajectoire circulaire, pas circulaire, là, mais courbe un peu, là, pour me rendre au point B ici. J'aurais pu aussi faire une ligne droite horizontale, ensuite une ligne droite verticale pour me rendre au point B. Ça ne dérange pas parce que peu importe le chemin que j'emprunte, quand je vais calculer le travail fait par ma force conservative, ça va seulement dépendre du point initial et du point final. C'est la caractéristique bien particulière d'une force conservative. C'est le cas aussi de la force de rappel faite par un ressort. Quand j'ai un ressort qui déplace un bloc d'un point A au point B, le travail fait par la force de rappel, ce sera simplement 1/2kxa au carré moins 1/2kxb au carré. Et donc, même chose ici, ça ne dépend pas du chemin qu'il a emprunté le ressort entre les deux positions pour obtenir le travail. Et ça, c'est vraiment caractéristique des forces conservatives. Et c'est pour ça que, de façon générale, on va écrire ceci, WC pour travail fait par une force conservative. Quand on passe du point A pour aller au point B, on l'a vu ici, là, hein, dans le fond, c'est 1/2k fois la position initiale au carré, moins 1/2k fois la position finale au carré. C'était la même chose ici, là. C'était mg position initiale, moins mg, position finale. Donc, on se rend compte que dans cette situation-ci, quand on part du point A pour aller au point B, on fait l'énergie potentielle du point initial, le point A, moins l'énergie potentielle finale, donc l'énergie potentielle au point B. Ça donne que c'est moins delta U. OK? Parce que quand on voit l'opérateur delta, on a l'habitude de faire position finale moins initiale. Mais ici, c'est l'inverse. On a on a énergie du point initial moins énergie du point final. Donc, si je mets en évidence un signe négatif, comme ceci, vous voyez ce qui est entre parenthèses, ça c'est énergie finale moins énergie initiale. Ça, c'est notre delta U. Voilà, moins delta U. Donc, c'est pour cette raison-là que, de façon très générale, le travail fait par une force conservative, c'est égal à moins delta U. Ça, c'est une équation très importante qui est présente dans la feuille de formule et, je répète, ça s'applique seulement aux forces conservatives. Donc, dans notre cas, on pourra seulement les appliquer avec la force gravitationnelle et la force d'un ressort. Seulement. Les forces non conservatives, maintenant. Ça veut dire toutes les autres forces qui ne sont pas force gravitationnelle et force de rappel d'un ressort. Toutes les autres forces qu'on a vues seront des forces non conservatives. Les forces non conservatives, déjà, on ne peut pas leur associer une énergie potentielle, comme on a fait avec l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. Par contre, on peut calculer le travail fait par ces forces non conservatives-là
Et le travail des forces non conservatives va dépendre du chemin, bien important. Faisons un petit exemple très rapide, là. Le frottement, ça c'est un exemple évident de force non conservative parce que plus la distance à parcourir est grande, plus le frottement va retirer de l'énergie au système. Par exemple, si je décide de partir du point A pour aller au point B, si je fais la trajectoire directement de A à B, j'ai parcouru 5 mètres. Donc, quand je vais calculer le travail fait par le frottement, le déplacement qui est à l'intérieur du travail, là, c'est seulement 5 mètres. Donc, sur 5 mètres, il y aura eu du frottement et le frottement aura retiré de l'énergie au système. Par contre, si je décide de partir du point A, me rendre au point C et revenir au point B, j'aurai essentiellement le même point initial et final. Par contre, là, j'aurai parcouru 10 mètres, puis un autre 5 mètres. Donc, j'aurai parcouru au total 15 mètres. Donc, vous comprenez que dans cette deuxième situation-là, mon déplacement est plus grand. Donc, le frottement aura fait un travail plus grand. Donc, ça veut dire que le frottement aura retiré plus d'énergie au système parce que le chemin que j'ai parcouru est plus grand. Okay? Et ça, c'est une caractéristique d'une force non conservative. Plus la distance parcourue est grande, ou plutôt le chemin que j'emprunte pour passer d'un point A à un point B va avoir un impact sur l'énergie totale qu'il va enlever au système. Des fois, ça peut être une addition, par contre. Des fois, une force non conservative peut rajouter de l'énergie au système. C'est par exemple le cas de si j'ai un humain qui décide de pousser sur un bloc et par cette action-là, le bloc va aller de plus en plus vite. Là, on dit que la force non conservative va ajouter de l'énergie au système. Bon. Donc, petite démonstration ici, là, je passe rapidement par-dessus. Le théorème de l'énergie cinétique, on se souvient que c'est le travail total est égal à la variation d'énergie cinétique. Bon, maintenant, on comprend qu'il existe deux types de travaux. Les travails faits par les forces conservatives, donc ça, c'est gravité et force de rappel d'un ressort, et toutes les autres, c'est-à-dire les forces, les autres qu'on a vues, donc force extérieure, force normale, force de tension, force de frottement, etc. Toutes les autres vont rentrer dans le travail non conservatif. Puisque le travail conservatif, on a vu que c'est égal à moins delta U, on peut remplacer WC ici par moins delta U. On se retrouve avec ça ici. Et là, ce que je peux faire, c'est de réarranger mes termes. Dans le fond, j'envoie delta U du côté droit de l'équation. Puis là, j'inverse mon équation, j'obtiens ça ici. Là. Delta K plus delta U égale le travail non conservatif, ou bien dans la forme de conservation de l'énergie que je préfère, qui est celle-ci. Voilà, donc énergie totale finale est égale à énergie totale initiale plus le travail non conservatif. Pourquoi le travail non conservatif est du côté droit de l'équation? Eh bien, il faut comprendre que le travail non conservatif, on se souvient qu'un travail, c'est une variation d'énergie. Donc, ça veut dire qu'on a une force extérieure qui va faire varier l'énergie initiale que j'avais dans le système. Donc, par exemple, si j'ai du frottement, ça enlève de l'énergie à mon système. Donc, je vais avoir de l'énergie totale initiale moins l'énergie enlevée par mon frottement va être égale à l'énergie totale finale. Donc, ça, c'est ma forme finale de ma conservation de l'énergie. Très importante équation. Petit détail, là, j'ai mis un astérisque ici. Là, les termes d'énergie potentielle UI et UF qu'on voit apparaître ici, là, ça englobe les deux types d'énergie potentielle qu'on a vus, c'est-à-dire l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique d'un ressort. Donc, de chaque côté, le U, dans le fond, peut contenir l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique, comme ceci. Okay? Donc, ce sera du cas par cas. Là. Évidemment, il y a des situations où est-ce qu'on n'a pas de ressort. Donc, dans ces cas-ci, on oublie UR et ce sera seulement UG. Mais il y a d'autres situations que ça va être les deux en même temps. Puis d'ailleurs, tantôt, on va faire un exemple où est-ce que ce sera justement les deux énergies potentielles en même temps. Ce qu'on appelle l'énergie mécanique, c'est dénoté par le E qu'on voit ici. L'énergie mécanique, c'est essentiellement l'énergie totale du système. Donc, énergie totale, ça veut dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de ce système-là. On peut écrire notre conservation de l'énergie d'une autre façon, sachant ça. Ça, c'est notre conservation de l'énergie qu'on vient tout juste de voir. Vous voyez que KF plus UF, ça représente EF. Et KI plus UI, ça représente EI.
OK? Donc, c'est une autre façon de l'écrire. Ou si on veut être encore plus... si on veut l'écrire d'une manière encore plus dense, je peux envoyer le E initial du côté gauche. Donc, je vais avoir EF moins EI. Et ça, c'est un delta E est égal à travail non conservatif. Donc, c'est vraiment une belle façon de l'écrire aussi parce qu'on comprend que la variation d'énergie totale d'un système, c'est égal au travail non conservatif. Le travail non conservatif, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rajoute ou il enlève de l'énergie au système. Donc, c'est pour ça que c'est égal à la variation d'énergie totale, tout simplement. Par contre, pour utiliser cette expression de conservation d'énergie, quelques remarques importantes. On en a déjà vu quelques-unes, mais on les répète ici, là. Le sens de l'axe Y pour calculer l'énergie potentielle gravitationnelle doit être obligatoirement vers le haut. Il ne faut pas l'incliner si j'ai un plan incliné, par exemple. Toujours vers le haut. Sinon, mon UG ne fonctionnera pas. Lorsque le système est composé de plusieurs objets, on peut prendre un niveau de référence Y égale à 0 différent pour chaque objet. Ça, on aura l'occasion de le pratiquer un peu dans le prochain cours synchrone. Parce que c'est surtout de la pratique. Côté théorie, je ne pense pas qu'il y a grand-chose d'autre à dire que ça. Les tensions dans les cordes qui relient les objets d'un système sont des forces internes et n'effectuent aucun travail sur le système. Ça aussi, pour le moment, j'en parlerai pas trop, mais on va aborder là, cette notion-là dans le prochain cours synchrone. On va le pratiquer, on va comprendre un peu mieux ce que ça veut dire quand on va le pratiquer. S'il y a du frottement cinétique, on doit calculer la normale qui agit sur l'objet à partir de la deuxième loi de Newton. Ça, on s'en sort pas, parce que vous le savez qu'à l'intérieur du frottement cinétique, il y a une normale, hein, et cette normale-là, ben, on la connaît pas d'avance habituellement. Donc, on doit la calculer avec la deuxième loi de Newton, comme on l'a vu au chapitre 2. Donc, côté théorie, ça fait le tour de notre section 3.4. On va bien sûr le pratiquer un petit peu. J'ai deux exemples à vous proposer parce qu'il y avait quand même beaucoup d'équations dans ce qu'on vient de voir. Là. Donc, je reviens sur l'exemple tantôt là, dont j'ai parlé là, seulement en mots. Là. Donc, on va comparer la situation où est-ce que je pars du point A avec une certaine vitesse, puis je m'en vais au point B. Puis là, je regarde c'est quoi la vitesse que je suis rendu. Puis ensuite, je vais faire la même chose. Je pars du point A, puis je m'en vais au point C pour voir à quelle vitesse je suis rendu. Donc, on comprend que le frottement, ça enlève de l'énergie cinétique au bloc. Et pour savoir exactement combien, ben, on va faire l'exemple suivant. Donc, on donne une vitesse de 8 mètres par seconde à un bloc situé au point A, ici, sur la table. La table possède un coefficient de frottement cinétique de 0,6 et le bloc a une masse de 3 kg. À l'aide du principe de conservation de l'énergie, déterminez la vitesse du bloc au point B et C. Bon, ici, on va passer en mode tablette. Voilà. OK, donc conservation de l'énergie. Qu'est-ce que dit conservation de l'énergie? K initial plus U initial plus travail non conservatif égale K final plus U final. OK. Donc, pour bien remplacer les morceaux ici, on va aller se faire un petit schéma. Donc, dans le fond, on a une table horizontale. On a un bloc qui va se déplacer comme ceci vers la droite. Ça, c'est pas une force, là, ce que je dessine là, c'est son déplacement. Maintenant, je vais dessiner les forces. Le bloc subit une force gravitationnelle vers le bas. Qui dit force gravitationnelle va dire un axe Y vers le haut, obligatoire. Hein? C'était dans mes remarques tantôt. Là. Force normale vers le haut, comme ceci. Puis, finalement, j'ai un frottement cinétique vers la gauche qui va freiner mon bloc. Bon. Donc, j'ai trois forces ici. J'ai pas le choix, ça me prend un axe Y vers le haut parce que j'ai une force gravitationnelle. De toute façon, c'était logique ici de prendre un système d'axe classique. Là. Y vers le haut, X vers la droite. OK. Bon. Souvenez-vous que quand on fait un problème d'énergie, notre Y égale à 0, on peut le placer où on veut. Moi, j'ai décidé que mon Y égale à 0, je vais le placer vis-à-vis la table. Ça, ce que ça fait, c'est que je n'aurai pas d'énergie potentielle gravitationnelle, parce qu'on se souvient que l'énergie potentielle gravitationnelle, UG, c'est égal à MGY.
Donc, si je décide de prendre mon y égale à 0 vis-à-vis la table, vis-à-vis ça ici, ben, ça veut dire que tout au long du déplacement, le bloc va rester à une hauteur y égale à 0. Donc, pour cette raison-là, mon u initial, c'est 0 et mon u final, c'est 0. Donc, il me reste K initial, travail non conservatif et la force, énergie cinétique, pardon. Donc, la force gravitationnelle, Fg, sa relation avec l'énergie est incluse dans les énergies potentielles gravitationnelles que je viens de barrer, que je viens d'écrire que ça vaut 0. Fait que j'ai déjà considéré l'impact de la force gravitationnelle dans mon principe de conservation de l'énergie. La force, donc, il reste la force normale et la force de frottement cinétique, qui, elles, seraient des forces non conservatives. Donc, les forces non conservatives vont être incluses dans le travail fait par les forces non conservatives. Donc, l'énergie cinétique initiale, je peux commencer à remplacer, c'est une demi-masse du bloc fois vitesse initiale au carré. Plus les travaux non conservatifs, ben, j'ai le travail fait par la force normale, plus le travail fait par frottement cinétique. Égal. Énergie cinétique finale, ça c'est une demi-masse fois vitesse finale au carré. Voilà. Là, par contre, revenons à mes forces. Voyez-vous que mon déplacement est vers la droite. Et ma force normale est verticale, elle est vers le haut. Donc, l'angle entre la normale et le déplacement, c'est 90 degrés. Et je vous rappelle que la définition du travail, quand on calcule un travail, hein, c'est la grandeur de la force fois la grandeur du déplacement fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc, quand j'ai une force qui a un angle de 90 degrés par rapport au déplacement, ça veut dire que son travail est nul. Donc, le travail fait par la force normale, c'est 0. Fait que le WN ici, on peut l'enlever, c'est 0. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais laisser W frottement cinétique du côté gauche de l'équation. Du côté droit, je laisse une demi-masse fois vitesse finale au carré. Et j'envoie une demi-masse fois vitesse initiale au carré du côté droit. Une demi-masse fois vitesse initiale au carré. Voilà. Reconnaissez-vous ceci? Ça, là, ce que vous avez devant vos yeux, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Ça revient à la même chose au final. J'aurais pu vous dire, faites l'exercice suivant à l'aide du théorème de l'énergie cinétique, que vous auriez parti de là, en fait. Mais ça revient à la même chose que de faire l'énergie, la conservation de l'énergie. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. OK? Bon, donc là, on est rendu là. Je vais partir de là. Donc, le travail fait par la force de frottement cinétique, c'est le frottement cinétique, fois le déplacement S, fois cos de l'angle entre les deux. Bien, dans ce cas-ci, c'est 180. Hein? Mon frottement est vers la gauche pendant que le déplacement est à droite. Donc, ça veut dire que l'angle entre la force et le déplacement, c'est un demi-cercle. Donc, c'est 180 degrés. C'est égal à 1 demi fois 3 fois la vitesse finale au carré. C'est mon inconnu que je cherche. Moins 1 demi fois 3 fois la vitesse initiale. Dans l'énoncé, on me donne 8. 8 au carré. Le frottement cinétique, c'est mu c fois la normale, fois le déplacement S. Le déplacement S, je le laisse comme ça parce que on répond comme à deux questions en même temps. T'sais, on veut déterminer la vitesse du bloc au point B et C. Donc, le déplacement ne sera pas le même dans les deux situations. Donc, je le laisse pour l'instant S, puis on l'ajustera quand je serai rendu à la fin. 1 demi fois 3, ça donne 1,5. Vitesse finale au carré. 1 demi fois 3 fois 8 au carré, ça donne 96. OK. Bon, ensuite, ici, on voit que les deux seules forces que j'ai verticalement en Y, c'est la normale et la force gravitationnelle. Donc, si je fais somme des forces en Y égale à 0, normale moins mg égale à 0, donc ma normale égale à mg. Pourquoi je fais ça? Eh bien, on n'oublie pas que dans la force de frottement cinétique, j'ai une normale que je dois calculer à chaque fois. Ici, c'était pas pire, c'était une situation assez simple, mais il faut quand même tout le temps la calculer. Donc, mon coefficient de frottement cinétique, c'est 0,6. La force normale, c'est égal à mg, donc masse de 3 fois g qui vaut 9,8, fois s, fois moins 1. Bon, tant qu'à ça, je vais envoyer le moins 96 du côté gauche de l'équation. Donc, plus 96 ici est égal à 1,5 vitesse finale au carré. Bon. Et là, je vais réduire mon côté gauche, là, 0,6 fois 3 fois 9,8 fois le déplacement S fois moins 1. Ça donne
moins 17,64 S plus 96 égale à 1,5 vitesse finale carrée. Bon, OK. Là, j'ai réduit mon théorème. Donc, maintenant, je peux répondre aux questions. Donc, rendu au point B, ça veut dire que j'ai fait un déplacement S qui est égal à 5 mètres. Hein, c'était ça ma situation. Si on revient là, si je pars du point A, puis je me déplace jusqu'au point B, ben, j'ai parcouru 5 mètres. Donc, déplacement S égale à 5, puis je peux remplacer ça dans mon équation. Moins 17,64 fois 5 plus 96 est égal à 1,5 vitesse finale au carré. J'isole vitesse finale. Ça donne 2,28 mètres par seconde. Donc, pourquoi la vitesse a diminué? C'est parce que le frottement a enlevé de l'énergie cinétique au système. Donc, on peut faire la suite au point C. Au point C, j'ai fait un déplacement de 10 mètres. Hein, je pars du point A, je m'en vais jusqu'au point C. Donc, on peut s'attendre que puisque le déplacement est plus grand, l'énergie finale va être encore plus petite parce que le frottement a eu le temps d'enlever encore plus d'énergie au système. Donc là, je fais la même chose. Moins 17,64 fois 10 plus 96 égale à 1,5 vitesse finale au carré. Donc là, je vais faire un petit bout avec vous. Moins 176,4 plus 96 égale à 1,5 vitesse finale au carré. Bon. Là, voyez-vous le côté gauche de l'équation. Moins 176,4 plus 96, ça donne moins 80,4 égale à 1,5 vitesse finale au carré. Donc là, quand vous arrivez ici, vous voulez trouver vitesse finale, il faudra donc faire moins 80,4 divise par 1,5 et on termine avec une racine carrée. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionnera pas, là. Si vous mettez ça dans votre calculatrice, ça va vous donner erreur. Racine carrée d'un résultat négatif, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que mon bloc n'allait pas suffisamment vite pour se rendre jusqu'au point C. Donc, je ne trouve pas de réponse parce que mon bloc s'arrête quelque part entre le point B et le point C. Hein, il s'arrête quelque part ici. Donc, je ne trouve pas de réponse parce que le bloc ne se rend jamais au point C. C'est ça qui arrive. Okay? Donc, il s'arrête quelque part entre les deux. Le frottement a dissipé 100% de l'énergie cinétique quelque part entre B et C. Voilà. OK? Donc, on en a déjà vu des situations comme ça, hein? Quand on a une racine carrée d'un négatif puis ça donne erreur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a fait une faute ou qu'il y a un problème dans la théorie. Non. Non, c'est correct. C'est même... Ça a une signification, donc il faut réfléchir à cette signification-là. Dans ce cas-ci, c'est que mon objet ne se rend jamais. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouvera pas de réponse. Deuxième exemple qui va nous permettre de pratiquer là, le théorème de l'énergie cinétique, mais là, on va utiliser un ressort. Et tout ça se passe sur l'axe vertical. Tantôt, on était horizontal dans le premier exemple, mais là, on va être sur l'axe vertical. Émilie Korn laisse tomber une balle de 500 grammes d'une hauteur de 60 cm au-dessus du sommet d'un ressort dont la constante de rappel est de 120 Newton par mètre. Quelle est la compression maximale du ressort? OK. Quand on a un problème de ressort, on en a déjà parlé lors du dernier cours synchrone, mais on a toujours avantage à prendre notre système d'axe avec une origine y égale à 0 vis-à-vis la longueur naturelle de mon ressort. Donc, vous voyez, je prends mon y égale à 0 là, vis-à-vis la position ni étirée ni comprimée de mon ressort. Ça va me faciliter la vie. Quand je voudrais utiliser là, l'étirement qui va être utilisé ensuite dans l'énergie potentielle élastique du ressort. Okay? Et bien sûr, mon axe Y ici pointe vers le haut, comme je vous l'ai dit, quand on veut appliquer le principe de conservation de l'énergie, l'axe Y doit obligatoirement pointer vers le haut. De toute façon, ça ne ferait pas vraiment de sens
de le faire pointer ailleurs ici, là. Donc, la particularité, c'est juste de prendre notre y égale à 0 vis-à-vis le centre. Mettez-le pas vis-à-vis le sol parce que ça va compliquer les équations. Ça peut se faire pareil, mais ça ne sera pas aussi simple. Donc, on le met ici. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut ensuite bien comprendre c'est quoi notre point initial de notre situation et c'est quoi notre point final pour ensuite aller le remplacer dans le principe de conservation de l'énergie. Donc, Émilie Korn dit on laisse tomber la balle d'une hauteur de 60 cm. Donc, ça veut dire que puisque j'ai mis mon y égale à 0 ici, mon y initial, autrement dit la position de départ de ma balle, va être ici, à 60 cm au-dessus. Donc, 0,6 m. Là, ce qui va se passer par la suite, il faut bien comprendre que la balle va commencer à descendre. Hein? Elle va aller de plus en plus vite, jusqu'à temps qu'elle touche le ressort. Quand elle touche le ressort, la balle ne va pas immédiatement s'arrêter. Donc, la balle va continuer à se déplacer un petit peu, tout en comprimant le ressort. Et là, le ressort va éventuellement s'arrêter quelque part quand la compression va être maximale. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Quelle va être la compression maximale du ressort? Donc, ça veut dire que la position finale de ma balle, ce ne sera pas vis-à-vis y égale à 0. Ça va être un petit peu en dessous de ça. Et ce un petit peu en dessous de ça là, mettons que c'est ici, on va l'appeler y final. Okay? Donc, mon y initial il est ici. Je n'ai pas de vitesse à cet endroit-là parce que je laisse tomber la balle. Ensuite, rendu à la y finale, je cherche la valeur de cette position-là. Mais la particularité ici, c'est que je sais aussi que je n'aurai pas de vitesse finale parce que la balle se sera arrêtée étant donné qu'on sera rendu à la compression maximale du ressort. Souvenez-vous que quand on est à une compression maximale ou à un étirement maximal, j'ai plus de vitesse. OK? Et donc, là, j'ai suffisamment de matière pour commencer ma résolution. Donc, on part. K initial plus U initial plus le travail fait par les forces non conservatives est égal à K final plus U final. Comme j'ai expliqué, quand je laisse tomber la balle au point initial, j'ai pas de vitesse. Donc, je n'aurai pas d'énergie cinétique initiale. Quand ma balle est arrivée à la position de compression maximale, j'ai pas non plus de vitesse. Donc, pas d'énergie cinétique finale. Donc, il me reste U initial, U final et le travail non conservatif. Est-ce que j'ai du travail non conservatif ici, quand on y pense? Quand la balle est en haut dans les airs, la seule force qui agit sur elle, c'est FG. FG, c'est conservatif. Quand la balle touche le ressort, elle continue de subir un FG vers le bas, mais là, le ressort va appliquer une force de rappel du ressort vers le haut. Mais la force de rappel du ressort, c'est aussi une force conservative. Dans ce cas-ci, les deux seules forces conservatives qu'on connaît sont présentes dans le système. Ça veut dire qu'ici, j'ai aucun travail non conservatif parce que toutes les forces sont conservatives. Donc, soudainement, ça simplifie pas mal mon principe de conservation de l'énergie. Hein? Il me reste seulement U initial et U final. Mais attention, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le théorème de l'énergie, de conservation de l'énergie, mes énergies potentielles peuvent contenir deux types d'énergie potentielle. Et c'est le cas ici, parce que j'ai mes deux types de forces conservatives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir UG initial et je vais avoir UR initial. UG, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle et UR, c'est l'énergie potentielle élastique. Même chose du côté final. Je vais avoir UG final et je vais avoir UR final. Les UG sont égales à MGY initial, MGY final, et les UR, c'est égal à 1 demi KY initial au carré et 1 demi KY final au carré. Voilà. Et là, il y a plein de choses que je vais pouvoir remplacer ici. Je connais la masse de la balle. Je connais la constante de rappel du ressort. Je connais G. Donc, je connais plusieurs choses, en fait. Donc, allons-y, on va remplacer. Masse, ça vaut 0,5 kg. Fois 9,8.
Y initial, je le connais, c'est le 0.6. Hein? On avait dit, c'est en haut ici, là, à 0.6. Donc, fois 0.6. Plus 1/2. Ah oui, là, OK. Ici, j'ai fait une petite erreur. Au point initial, là, quand la balle est en haut, ici, la balle ne touche pas au ressort. Donc, si la balle ne touche pas au ressort, au point initial, je n'aurai pas d'énergie potentielle élastique. Hein, on ne touche pas au ressort. Donc, je ne peux pas avoir d'énergie d'accumuler dans la compression du ressort. J'y touche pas encore. Du côté final, par contre, là, je vais en avoir une parce que la balle va être rendue ici. Donc, pardon, vous ne le voyez pas, excusez-moi. En haut, vous ne touchez pas au ressort, donc pas d'énergie potentielle élastique parce qu'elle n'a pas comprimé le ressort. Mais quand elle va être ici en bas, elle aura comprimé le ressort et donc il y aura de l'énergie d'accumuler dans la déformation. Donc, excusez-moi, juste pour dire que l'énergie potentielle élastique initiale URI vaut 0. Voilà. Côté final, masse, c'est 0.5, G, c'est 9.8, Y final, on ne connaît pas, c'est un inconnu, c'est ce qu'on cherche, plus 1/2 fois K qui vaut 120 fois Y final au carré. Bon, là, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une équation du second degré à résoudre. Ici, je me retrouve avec 2.94. Ici, je me retrouve avec 4.9 Y final. Et ici, je me retrouve avec 60 Y final au carré. Donc, je peux dire que je me retrouve avec un second degré de la forme suivante. Plus 4.9 Y final moins 2.94. Voilà. Bon, là, je ne ferai pas la résolution de ça au long. Vous allez arriver à deux valeurs quand vous résolvez ça avec moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac. Là. Vous trouvez y égale à 0.1843 ou moins 0.266. Il y a une seule des deux réponses qui est bonne. L'autre est à rejeter. Laquelle est bonne, laquelle est mauvaise? Il y en a une qui est positive, une qui est négative. Pensons-y un peu. Revenons au schéma. J'ai dit mon Y du centre, c'est 0. Au début, ma balle est ici, à un Y positif. Donc, ma balle ici, là, quand elle va traverser, quand elle va passer en dessous du point Y égale à 0, là, on est-tu d'accord qu'on arrive dans des valeurs de Y négatives? Donc, ça veut dire que mon Y final qui est là, je m'attends à avoir une valeur négative pour Y final. N'est-ce pas? Une valeur positive, ça ne ferait pas de sens. Donc, pour cette raison-là, on va rejeter la valeur positive et la valeur négative est la bonne ici. Et c'est une valeur qui est en mètres. Donc, quand je reviens à la question, quelle est la compression maximale du ressort? Ben, c'est 0.266 mètres ou 26,6 cm de compression. Et voilà, ça met fin à l'exemple 2 et ça met fin à la section 3.4.